Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information locale avec TV 78. Nous sommes le lundi 17 décembre, tout de suite les titres de ce 7-8 journal. Un mois tout juste aujourd'hui qu'a été lancé le mouvement des Gilets jaunes. Et en raison de la hausse des prix des carburants, la contestation s'est élargie à nombre de revendications citoyennes. Alors que l'acte 5 de la mobilisation a rassemblé moins de monde, quelle est la suite? En plateau, avec nous Alain Boucher, Gilet jaune, habitant de Saint-Quentin en Yvelines. Noël, c'est dans une semaine et si vous êtes toujours en recherche d'idées pour offrir, pourquoi ne pas vous tourner vers le local? Plusieurs possibilités de cadeaux inventés ou fabriqués dans les Yvelines existent. C'est notre fil rouge de la semaine. Premier focus ce soir sur de la bière produite à Bois d'Arcy. Et en fin d'édition, les principaux résultats sportifs du week-end avec du football notamment. Avant la trêve, cette victoire importante, Trappes s'impose à domicile contre Rueil-Malmaison et prend la tête de son groupe de Régional 3. J'accueille sur ce plateau mon premier invité, Alain Boucher, bonsoir. Bonsoir. Gilet jaune, habitant à Saint-Quentin en Yvelines, vous êtes engagé depuis le début du mouvement, dans ce mouvement des Gilets jaunes. Alors ça fait aujourd'hui un mois, jour pour jour précisément, qu'a été lancée cette contestation des Gilets jaunes, née au début en réponse à la hausse sur le prix des carburants. Ça s'est bien sûr étendu à d'autres revendications. On va parler de la suite du mouvement dans un instant. Une réaction déjà ce week-end dans la mobilisation, on a vu apparaître de nombreux panneaux avec la mention RIC, ce référendum d'initiative citoyenne. Ce matin, chez nos confrères des Échos, le Premier ministre Édouard Philippe a affirmé ne pas être contre l'idée du RIC. C'est un bon sujet de débat que nous allons organiser partout en France, dit-il. Est-ce que ça, c'est une avancée réelle ? Déjà, ça veut dire qu'il nous a entendus, parce qu'effectivement, c'est un point essentiel. On a remarqué qu'il y avait un manque de démocratie, notamment de démocratie citoyenne, et il s'est avéré qu'on a vraiment plus confiance dans nos hommes politiques, tous partis confondus. Ça fait trop longtemps qu'on nous enfume, ça n'est pas dû seulement au gouvernement Macron. Oui, c'est plus ancien. C'est plus ancien, mais sauf qu'on a l'impression que le gouvernement Macron, il en met une couche sérieusement. Donc sur les manifestations, sur les lieux de rassemblement des Gilets jaunes, on s'est aperçu qu'on avait une force, et même une force politique. Donc maintenant, on va réfléchir à la suite des mouvements et figure effectivement le référendum d'initiative citoyenne, parce qu'on voudrait retrouver un peu plus de voix de la part des citoyens. On précise juste que ça permettrait effectivement aux citoyens, sous réserve d'un nombre de signatures suffisant, de pouvoir par exemple approuver, désapprouver un texte de loi voté par le Parlement. C'est aussi proposer des lois. C'est vraiment une démocratie participative, pour le coup. Tout à fait. Alors non seulement ça peut être effectivement révocatoire, abrogatoire notamment, et moyennant effectivement un certain nombre de signatures, pour déclencher, comme ça existe d'ailleurs dans d'autres pays, notamment la Suisse, où il y a des référendums, et que je sache, la Suisse n'est pas un pays archaïque. Alors vous faites partie aussi d'un groupe de réflexion. Est-ce que ça pourrait aller plus loin, par exemple, mettre en place des élections à la mi-mandat, Emmanuel Macron qui se représenterait à mi-mandat devant les citoyens français pour valider ou désapprouver son mandat? Eh bien écoutez, quand vous parlez d'élections à mi-mandat, ça existe aux États-Unis par exemple. Pourquoi pas? Nous, pour l'instant, nous sommes dans un groupe de réflexion pour savoir quelle est la suite à donner. Donc ça peut être effectivement une autre forme d'élection. Je pense que notamment qu'une dose de proportionnelle significative pour les élections législatives, ça irait certainement dans le bon sens. Alors dans l'entretien aux Échos, Édouard Philippe a également détaillé quelques annonces faites la semaine dernière par le président de la République Emmanuel Macron, notamment la promesse d'un gain de 100 € pour les salariés proches du SMIC. Cette hausse sera effectuée, l'a précisé Édouard Philippe, via une augmentation massive de la prime d'activité qui sera versée dès le 5 février. 5 millions de foyers français sont éligibles à cette mesure. Est-ce que le compte y est, Alain Boucher? Pas du tout. Pas du tout. Parce que dans les 100 €, il y a déjà la réduction d'un certain nombre de charges sociales qui ont commencé au mois d'octobre. Donc à savoir, sur un salaire au SMIC, c'est de l'ordre d'entre 20 et 25 € à peu près. Mais ça c'est déjà en déduction. C'est-à-dire qu'on est déjà plus qu'à 75 €. Ensuite, c'est une prime.
et une prime peut être remise en cause à tout moment. Donc on préférerait, bien que je sois artisan, donc que j'emploie des personnes, on préférerait quand même qu'il y ait une hausse du SMIC. Directement, ne pas passer par le... Parce que là en plus, ce qui est extrêmement dangereux dans toute forme de prime, c'est qu'on devient dépendant de ceux qui veulent bien nous la donner. Donc là, à savoir le gouvernement. Donc justement, on en a marre de cette dépendance. On veut beaucoup plus d'autonomie. Et les personnes, je peux vous affirmer que sur les ronds-points, nous disent la chose suivante: on veut vivre décemment de notre salaire. En gros, c'est ça. Voilà. Sur les autres mesures, le président de la République avait annoncé notamment la fin des heures, les heures supplémentaires, défiscalisées, la suppression de la hausse de la CSG pour les foyers les plus modestes. Aussi, ça c'est les premières annonces. Je pense que ça vous rappelle quelqu'un. Nicolas Sarkozy, entre autres. Ça a été supprimé par François Hollande pour des raisons purement politiciennes. Il ne faut pas se leurrer. Donc là, je pense qu'on va enfin dans le bon sens. Donc c'est une mesurette, si vous voulez, mais qui peut permettre d'augmenter effectivement les revenus. Et cet ensemble de mesures, Édouard Philippe a précisé qu'elle coûterait 10 milliards d'euros à peu près, et qu'il a demandé aux entreprises d'être mises à contribution. Alors justement, il y a deux choses. Ça ne coûte pas 10 milliards d'euros, parce que tout simplement... Ça, vous le contestez, oui. Bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fin de compte, là, les Gilets jaunes ont trouvé des économistes qui démontrent que les 10 milliards d'euros, on peut les trouver sans toucher au budget. En fin de compte, on est un des pays les plus mal gérés d'Europe, à cause de la technocratie. On ne va pas faire le procès de tous les technocrates, mais il y a de l'argent qui est franchement dilapidé dans ce pays. Donc les 10 milliards, on en trouve même en faisant très attention sur le plan de la gestion. On trouve pas 10 milliards, mais 20 milliards d'euros. Donc on peut très bien redistribuer 10 milliards sans aucun problème pour augmenter le pouvoir d'achat notamment. Du coup, Alain Bouchon, on le disait tout à l'heure, ça fait un mois que les Gilets jaunes sont mobilisés. La contestation a permis de faire au moins fléchir le gouvernement sur certains sujets. Du coup, quel premier bilan vous tirez de ces un mois de mobilisation? Est-ce que c'est plutôt positif, négatif? Non, ça ne peut pas être négatif, ça va de soi, parce que de toute façon, il y a des petits acquis, le compte n'y est pas, mais par contre, ça fait réfléchir à une chose, à savoir que s'il n'y avait pas eu cette mobilisation, on en serait au point de départ d'il y a un mois ou 2 mois. Donc on a fait bouger les lignes. Je pense qu'à un moment donné, le gouvernement a eu un peu chaud aux fesses, excusez-moi de cette expression. Et donc ça nous a renforcés. Ça nous a renforcés dans nos convictions de se dire enfin le peuple peut avoir une influence sur la politique. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude dans vos rangs, ou au contraire vous êtes plus motivé que jamais? Non, mais il y a deux choses. Vous avez remarqué qu'on approche des fêtes de fin d'année. Il fait très froid, notamment le week-end dernier. Donc c'est pas une lassitude, c'est simplement peut-être que des personnes souhaitent passer un peu momentanément à autre chose. Mais je peux vous garantir que on sera encore plus motivé que jamais, peut-être dès le printemps, au début du printemps, parce que justement on aura eu l'occasion de s'organiser, de se structurer, de faire des propositions. Et là, je dis franchement au gouvernement, faites attention, je crois que ça va repartir peut-être encore plus fort que là à l'automne. Donc la suite peut-être au printemps 2019, la suite à donner, vous disiez, vous interrogez en ce moment sur quelle suite à donner. Il faut continuer d'aller se mobiliser à Paris, au contraire faire des actions partout en France. Il y a eu le barrage devant le dépôt de carburant de Coignères dans les Yvelines, c'est l'une des actions. De toute façon, on a très bien compris aussi sur la stratégie qui a été amenée. Cette stratégie, c'est de ne pas faire toujours la même chose. En fin de compte, il faut un peu balader nos forces de l'ordre. Et puis, Paris, c'est symbolique, mais en fin de compte, c'est pas toute la France. Or, le mouvement des Gilets jaunes, ça concerne toute la France. C'est pour ça aussi que des grandes villes ont été assez fortement mobilisées. Et je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Des Gilets jaunes appellent d'ores et déjà un acte 6 samedi prochain. Il faut qu'il y ait un acte 6 selon vous? Écoutez, moi je ne vais pas parler au nom des autres Gilets jaunes, ça va de soi. Disons que notre rôle, pour ceux qui ont un petit peu d'espace dans les médias, c'est d'essayer d'orienter malgré tout.
Mais la force des Gilets jaunes, c'est aussi que chaque citoyen soit très libre. En fin de compte, c'est ça aussi. Donc on ne demande pas à la personne qui vient nous rejoindre sur les ronds-points d'où elle vient. On ne lui demande pas sa couleur politique. La seule chose qu'on lui demande, c'est quelle est ta souffrance. Et on l'a compris, peut-être un regain de mobilisation au printemps 2019, c'est ce que vous espérez. Merci Alain Boucher d'être passé sur ce plateau Gilets jaunes et vous êtes habitant de Saint-Quentin en Yvelines. Merci. Dans l'actualité, ces travaux doivent permettre de désengorger l'axe au niveau de Rambouillet. Le chantier d'élargissement de la Nationale 10 prend du retard. Les véhicules pourront circuler sur 2 voies dans le sens Paris-Province seulement en juin 2019 contre janvier annoncé initialement. Les raisons, la découverte d'un câble électrique haute tension, l'état de la chaussée est plus dégradé que prévu. Ajoutez à cela la viabilité hivernale qui va interrompre les travaux de janvier à mars. 35 000 usagers circulent chaque jour sur la Nationale 10. On reste à Rambouillet où Ingénierie vient d'inaugurer ses nouveaux locaux rue Félix Faure. L'agence départementale d'aide aux communes rurales déménage de Versailles pour être au plus près du terrain dans le sud Yvelines. Elle accompagne les zones rurales dans leurs projets en matière de bâtiments, de voirie, d'urbanisme et aussi de sauvegarde du patrimoine. 166 communes yvelinoises sur 185 et 3 intercommunalités sont adhérentes d'Ingénierie. Comme chaque mois, le dossier de la rédaction. À quelques jours de Noël, nous avons choisi de vous donner quelques idées cadeaux. Pas n'importe lesquels, des cadeaux made in Yvelines, inventés, pensés ou tout simplement fabriqués dans le département. Pour le premier Zoom, ce soir, Marilène Yapichinou nous fait découvrir une marque de bière à consommer bien sûr avec modération, créée par 3 amis d'enfance à Bois d'Arcy. Pour fabriquer sa bière, tout commence avec une céréale, le malt. C'est vraiment ce qui va donner notre base de céréales, ce qui va donner la couleur de notre bière, ce qui va donner le profil gustatif de notre bière. Et au final, c'est aussi ce qui va créer du sucre, donc ce qui va nous créer l'alcool. Chez O'Clock Brewing, la brasserie artisanale montée par une bande de 3 copains à Bois d'Arcy il y a 3 ans, on utilise un panel d'une quinzaine de maltes différents qui sont concassés dans ce moulin. Une fois qu'on a sélectionné notre grain, qu'on l'a concassé, l'idée c'est de faire venir tout le grain qu'on a stocké là-bas jusqu'à cette cuve ici, qui est notre cuve d'empâtage. Donc c'est ici où on va réellement brasser. Les graines sont mélangées à de l'eau chaude à 65 degrés Celsius pendant 1h30. Lorsque l'infusion est terminée, le rinçage commence pour s'assurer que tous les grains soient entrés en contact avec le liquide avant de passer à l'ébullition après filtration. Une fois qu'on a notre liquide qui est rentré en ébullition, on va commencer à faire nos premiers houblonnages. Sachant que les houblons, plus on va les utiliser tôt pendant cette ébullition et plus ils vont donner de l'amertume. Après avoir bouilli pendant 1h30, le liquide est stérile et il faut utiliser un refroidisseur pour faire baisser sa température. Une fois qu'on l'a refroidi, on vient positionner notre liquide à l'intérieur de ces cuves que vous avez derrière moi, qui sont des fermenteurs. Une fois que tout notre liquide a été refroidi et qu'il est rentré à l'intérieur de ces cuves à 20 degrés, on va inséminer la bière, c'est-à-dire qu'on va lui ajouter des levures. Les levures agissent pendant cette étape de fermentation. Leur travail est de manger le sucre, créer l'alcool et le CO2 qui rendra la bière pétillante. La cuve passe ensuite de 20 à 0 degrés pour la dernière étape de garde au froid. Donc en gros, pour fabriquer une bière, on va avoir une journée de fabrication, 1 semaine de fermentation et 3 semaines de garde, ce qui fait qu'une cuve elle est monopolisée pendant à peu près 1 mois une fois qu'elle a été brassée. Chez O'Clock, le brassage se fait 2 à 3 fois par semaine en fonction des cuves disponibles. Pour varier les plaisirs, les 3 brasseurs développent aussi une gamme de bières vieillies en barriques. Pour nous, l'idée, c'est pas d'acheter des barriques neuves, c'est d'acheter des barriques qui ont déjà servi, qui ont déjà une histoire et de profiter de l'histoire de ces barriques. Ici sont stockées 40 barriques qui vont faire leur travail pendant 6 mois à 1 an pour des bières aux arrière-goûts d'alcool plus fort. Les bières O'Clock sont distribuées dans des bars et des revendeurs indépendants en France et en Europe, mais aussi dans leurs propres boutiques, avec une gamme de 12 à 15 bières différentes qui varient chaque semaine. La première année, on a été même un peu surpris que la bière était réellement quelque chose qu'on pouvait offrir à Noël. Cette année, ils ont même développé un calendrier de l'Avent et une gamme à offrir. Et nous, ce qu'on propose pour Noël, c'est un petit pack de bière avec 6 bouteilles, dans lequel vous avez les 5 best-sellers de la brasserie, qui est complété par notre bière de Noël, notre Christmas Day, et qui est emballé dans un paquet cadeau avec le descriptif de toutes nos bières. La France est le 3e pays européen en nombre de brasseries, derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Il ne reste plus que 8 jours au Père Noël pour remplir sa hotte de cadeaux. Si les indétrônables Lego ou Playmobil auront leur place cette année encore sous le sapin, les jeux de société figurent également sur la liste des enfants. Direction Rambouillet pour découvrir ces tendances 2018 avec Aurélie Ronce. Dernière ligne droite pour les cadeaux de Noël. Dans cette enseigne spécialisée à Rambouillet, les jeux de société sont toujours autant plébiscités. Les tendances cette année seront notamment en lien avec le petit écran ou encore avec l'actualité littéraire et cinématographique. On fête cette année les 20 ans de la sortie du livre Harry Potter et également la sortie des Animaux Fantastiques numéro 2 qui est sorti au cinéma récemment. Ce qui fait qu'on a une forte demande sur les produits de toute la gamme Harry Potter, donc que ce soit les Lego, les figurines articulées et tous les produits dérivés. Les traditionnels Lego et Playmobil auront également leur place sous le sapin, tout comme les poupées surprises LOL, les Hatchimals ou encore les loisirs créatifs. Nous on a 2 filles, donc c'est principalement des poupées, les petits chiens, et puis on essaye d'ouvrir un petit peu, on reprend les rollers, les protections. On est sur une fourchette de 200 € à peu près pour tout le monde, donc on est bien. Premier poste de dépense, les cadeaux de Noël représenteront en moyenne cette année 340 €. Des dépenses anticipées pour 2 Français sur 3 qui en majorité respectent à la lettre les souhaits des enfants. On est encore sur du découpage de catalogue où les enfants vont faire leur liste et effectivement ça va être eux qui vont être à l'origine de la demande. Il a fait sa liste, donc d'après la liste, on partagera, ma fille et moi. Chaque Français prévoit en moyenne d'acheter plus de 8 cadeaux. Pas de doute, la hotte du Père Noël risque encore d'être bien remplie cette année. Et on pouvait y trouver des idées cadeaux. Villepreux organisait samedi son marché de Noël avec une vingtaine d'exposants, artisans et créateurs. L'équipe municipale a souhaité partager ce moment de convivialité avec les habitants. Retour avec Nicolas Dandry et Aurélie Ronce. Plus important que les années précédentes, le marché de Noël de Villepreux a mis l'accent sur l'artisanat. 20 exposants venus pour la plupart des Yvelines ont présenté leur création devant un public conquis. Tout est fait main et en pièces uniques. Ça c'est important. C'est-à-dire que la visiteuse, la cliente, elle peut se dire il n'y a que moi qui ai ce produit. Et là j'ai craqué effectivement, là j'ai acheté une petite pochette en toile de Jouy très jolie, qui est emballée déjà, mais avec en plus que des pièces artisanales uniques, donc c'est plus agréable que dans la grande distribution. Un rendez-vous important également pour l'équipe municipale qui profite de ce moment pour échanger avec les habitants. Depuis 2008, on vient sur le marché de manière très régulière pour rencontrer les gens qui habitent ici. C'est un moment qu'on aime bien parce que les gens viennent nous voir, viennent nous parler. On se retrouve ensemble avec tous les élus. On est une véritable équipe. C'est aussi ça notre force à Villepreux. Des animations pour toute la famille ont permis aux plus jeunes de patienter. Moi, j'ai fait une photo pour le Papa Noël et j'ai fait un dessin pour le Papa Noël. Avant l'arrivée, dans quelques jours, du célèbre bonhomme à la barbe blanche. Il est connu pour ses contes de Perrault animés. Le château de Breteuil également ne fait pas l'impasse sur Noël. La demeure de Choiseul, séparée de ses guirlandes, est prête à recevoir ses visiteurs pour les vacances qui débutent à la fin de la semaine. Marilène Yapichino a visité pour nous le château. Dès le jardin, on comprend que c'est Noël au château de Breteuil. Pour découvrir l'ensemble des décorations, Jean-Emmanuel Charot, administrateur de la demeure, nous l'a fait visiter. Le circuit sera décoré dans cette ambiance festive jusqu'à la fin des vacances de Noël. C'est un travail de plus de 15 jours réalisé par Lydie Bailly, la jardinière, et Paula Da Silva, l'intendante. Dans la salle à manger du personnel du château, l'ambiance qui est reconstituée s'est déroulée en mai 1905, lorsque le roi Édouard VII d'Angleterre est venu déjeuner au château. Son chauffeur est reçu à table par le personnel qui le reçoit dignement. On a en plus évidemment là fait les décors de Noël avec ce magnifique sapin et un thème rouge cette année. 20 salles du château sont proposées à la visite et reconstituent son histoire. Et donc c'est l'ambiance début de siècle, début XXe siècle qui est reconstituée. La maîtresse de maison, avec sa jolie robe, est descendue superviser les derniers préparatifs pour le déjeuner et donner ses consignes au chef cuisinier. Quand on monte les étages, on arrive dans les pièces des propriétaires avec une table de Noël aux curieux invités. Il y a le petit chaperon rouge qui côtoie Barbe Bleue et le prince charmant, Cendrillon.
ou le marquis de Carabas. Pièce maîtresse cette année, une robe de réveillon dans le salon de musique créée à partir de branches de sapin. On est très content de cette nouveauté. On espère comme ça créer une nouvelle robe chaque année, à partir de 2018 donc. Chaque personnage du château a droit à son décor spécial. Les chabotés qui sont la mascotte du château et que l'on retrouve un peu partout dans le circuit de la visite. Ici dans la bibliothèque, vous avez le chat libraire et son élève et qui sont très bien entourés d'un magnifique village de Noël. 6 sapins sont répartis tout au long de la visite, le plus somptueux étant réservé à la grande galerie. Alors nous sommes dans la grande galerie du château où il y a les plus grands portraits de famille et puis certains portraits royaux. Et c'est dans cette pièce que nous avons mis le plus grand sapin. Il fait 4,50 m de hauteur. Et puis de l'autre côté de la cheminée, le Père Noël et un fauteuil attendent les visiteurs qui veulent se faire prendre en photo. La visite du château se fait tous les après-midi et pour les vacances scolaires, elle commence dès 11h30. Et c'est déjà sa dernière chronique sport de l'année. Bonsoir Mickaël Elmidoro. Et oui, le temps passe vite. Le temps passe vite. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi nos petits rendez-vous depuis le début de la saison, chaque lundi vous venez sur ce plateau pour présenter les principaux résultats du week-end. Vous nous emmenez où pour commencer? Alors direction Trappes aujourd'hui, à un peu moins de 20 minutes de nos studios. Ce dimanche 16 décembre, en match en retard du championnat de Régional 3, les Trappistes se sont imposés dans des conditions climatiques difficiles à domicile contre Rueil-Malmaison. Score final 1-0, un score qui suffit à leur bonheur. On écoute l'entraîneur de l'équipe, Hicham Zerdi, au micro de notre journaliste Nicolas Dandry. Sentiment de victoire logique et méritée, même si on aurait pu se rendre le match beaucoup plus facile. On n'a pas su concrétiser nos temps forts. Après, on a eu une équipe de Rueil qui nous a pas mal embêtés. On a su faire le dos rond. On n'a pas su profiter des espaces qui nous offraient par rapport au rapport de force. Mais la finalité, c'est qu'on a su être solide, de ne pas prendre de but et qu'on termine meilleure défense du championnat. Alors c'est Mickaël, c'est important de gagner, mais est-ce qu'elle revêt une importance particulière, cette victoire de Trappes, pour Évidemment, le reste de la saison? Vous le savez bien, en tout cas, chaque match compte, et en particulier celui-là, avec cette victoire. Les Trappistes restent invaincus et reprennent la première place de la poule C de Régional 3 avec un petit point d'avance sur Boulogne-Billancourt. Le podium, l'objectif fixé en début de saison, semble de plus en plus accessible. L'objectif, il est toujours le même. On est des compétiteurs et même si normal que le président il soit tranquille, il modère, il tempère les joueurs, nous on n'a qu'un objectif, c'est de gagner tous les week-ends et de rendre à la fois le staff, tous les gens autour, les supporters qui viennent nombreux, fiers de nous. Et voilà, c'est la première place, elle est aussi pour eux. En 2019, les Trappistes tenteront de garder cette dynamique après la trêve hivernale pour conserver la première place. Les joueurs d'Hicham Zerdi se rendront sur le terrain des Mureaux le dimanche 20 janvier. Et oui, ça fait tard. Hein. Leur résolution, prolonger leur série d'invincibilité qui affiche actuellement 10 matchs sans défaite. Du rugby à présent, Mickaël, direction le championnat d'honneur. Je peux rien vous cacher, Grégory. Effectivement. Dans la Coupe 1, Versailles n'en finit plus de gagner. Comme Trappes en football, les Versaillais sont toujours invaincus. Leur victime du jour, le SCUF. Les joueurs de la Cité Royale ont balayé cette équipe sur le score de 40-3. Avec cette victoire, les Bleus conservent la première place avec 42 points, 8 de plus que leur dauphin Montesson. Leur bilan est parfait avant la trêve, 9 victoires en 9 matchs disputés. On continue à parler du championnat honneur, mais cette fois-ci de la poule 2. Le Sky Rugby a sorti un gros match ce week-end en s'imposant à domicile contre Ministère Finance sur le score de 34-11. De son côté, Chevreuse s'impose 11-7 à l'extérieur face à Vitry. Au classement, les Saint-Quentinois conservent la 6e place du championnat avec 20 points et Chevreuse est 2e avec 32 points en 9 journées. Merci Mickaël, on vous retrouve dans votre émission le 7-8 Sport. Je vois que vous êtes venu d'ailleurs avec un trophée en plateau, voilà, c'est pas pour moi? Une petite coupe, non c'est pas pour vous, désolé Grégory. Nous remettrons notamment le trophée tant convoité de sportif illinois de l'année dans le 7-8 Sport. La coupe, du coup, est juste là, mais je ne vous en dis pas plus, Grégory. C'est à revoir, c'est à voir. Le suspense reste entier. Juste après ce journal, Mickaël. Avant ce programme sportif, il faut bien sûr ne pas avoir le ventre vide. Je vous propose un brunch, Mickaël, enfin un brunch créatif. Le concept était organisé pour la première fois au Prisme d'Elancourt ce week-end. À côté du repas, une découverte des artistes programmés dans la salle ce dimanche. C'était avec la compagnie La Main de l'Homme, Manon Varaldo et Mélanie Poquet. Avec Humanoptère, Clément Dazin s'interroge sur la répétition du mouvement, sur l'engagement physique au travail. Il raconte à travers le jonglage un art qu'il a choisi de partager avec un de ses artistes. De plateau avec la main, comme si elle arrivait, tu vois,
Pour l'initiation, on a fait un peu de foulard pour apprendre à jongler à 3 foulards. On a fait un peu d'équilibre d'objets. Ça veut dire apprendre à tenir un objet en équilibre. Donc là, on a fait des plumes de pan parce que c'est assez simple. Une détente liée au jonglage et s'amuser comme ça dans cette discipline. Initier des gens qui ne connaissent pas du tout. Cet atelier s'inscrit dans une nouveauté, celle des brunchs créatifs lancés cette saison par la salle du Prisme. Ça fait partie des choses qui sont importantes dans un théâtre. Il faut être en mouvement, il faut imaginer de nouveaux moyens pour aller à la rencontre des publics. D'où ces temps d'échange, de partage et de convivialité pour sortir un petit peu du rapport traditionnel du spectacle, de rencontrer aussi d'autres personnes. C'est vrai que quand on vient à un spectacle, c'est pas toujours le moment propice pour échanger avec son voisin de fauteuil pendant la représentation. Là c'est le propos, c'est de recréer du lien. Et du coup là le poignet plutôt... Ouais, plutôt comme ça. Plutôt comme ça. Ouais. Un autre rendez-vous est prévu pour le mois de mai, avant de devenir trimestriel la saison prochaine. C'est la fin du 7-8 journal. Belle soirée avec TV78.